Il est recommandé de ne jamais pénétrer aux archives. Dans ces documents, que d'errance et de contradictions, que de violence et de mièvrerie. On devrait y puiser la certitude d'avoir trouvé le mode d'existence idéal, et non le regret de choses inutiles à notre bon fonctionnement physiologique et mental. Il est une nouvelle fois recommandé de ne jamais pénétrer aux archives. Il est une nouvelle fois recommandé de ne jamais pénétrer aux archives. Qu'est-ce qui dit encore quelque chose? L'environnement est mal conçu pour que les êtres disent quelque chose d'eux, même les livres. Pour exprimer une singularité, t'as quoi? Ton corps, comment tu l'habites, comment tu le meus, et puis tes pensées. Le corps, au quotidien, on voit assez comment le montrer, c'est presque un travail à temps plein. Mais pour les pensées, il faut des supports, du sable, un PowerPoint, une ardoise magique, encore du sable. Le monde dans lequel on se tortille, je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, je dresse seulement le constat aujourd'hui. Offre peu de supports, dans les flux, ou projeter ses pensées pour les montrer aux autres. J'enrage de ne pas connaître assez de pensées des autres, à tel point que j'ai déjà fait l'amour avec des types, juste pour qu'ils me murmurent quelques-unes de leurs idées sur l'oreiller, après. Il faudrait de minuscules guichets, à côté des portillons du métro, où chacun, en même temps qu'il valide son passe Navigo, entrerait, sur du papier épais comme du papier à cigarette, à l'aide d'une machine qui fait des petits bruits de poinçons, quelque chose qu'il a en tête. Il ne s'agirait pas de briller, il y aurait des trivialités. On pense la plupart du temps des choses triviales, à comment remplir ou entourer son corps. Mais quand on ressortirait du souterrain, à la station suivante, en repartant avec le ticket d'instantané de pensée d'une autre personne, on bricolerait de l'aspérité pour le monde. Quelque temps avant de rompre, on avait fait un pari avec Pablo, un petit jeu idiot. Je n'ai plus souvenir de la proposition ni son alternative. C'était un pari de ces époques éclatantes où l'amour rend de droite, puisque tout est prétexte à mettre le champagne au frais, en plus de se titiller les côtes en gloussant. Un panneau de circulation, la MeToo-list, une intonation. Je ne sais plus quel était le doute, mais je sais qu'il avait perdu. Mon gain, il me devait un Deus ex machina. Il devait nous sortir de là. J'ai commencé à écrire ces textes le jour où j'ai pensé pour la toute première fois qu'il ne me le donnerait pas. Sur la plage au Vaguet-Moussier, un petit roi gît. Sur la scène du théâtre, il se retourne sur le ventre, gesticule, bat des pieds, se redresse, invective, torpille. C'est un roi qui perd. Il est en train de perdre. Et dans toute l'histoire de la littérature, il n'y a rien qui me rende plus triste que les rois qui perdent. Les piédestaux qui s'arrachent, les mentons qu'on remise, me donnent envie d'implorer. Ne remballez pas les canons. Ne rends pas ta couronne. Je ne peux pas leur voir la figure basse. Je ne peux pas leur voir d'un coup toute l'enfance à la gueule. Sa peinture partout de pitre, balafre d'homme qui rit, l'enfance. Laissez-moi rire aussi alors. Je serre les poings, je regarde le roi. Il porte un costume blanc de mafieux ou bien de candidat de télé-réalité. Je serre les poings, je prie. Ne rends pas ta couronne, ne rends pas ta couronne, je ne vais pas le supporter. C'est encore cette histoire d'apprendre à finir, ou bien c'est juste que j'ai peur pour les gens fiers. La fierté est une coquille d'œuf. Je sais ce qu'il n'y a pas dedans. Je sais que les gens comme les chiens ont de bonnes raisons de mordre. Mon travail, tous, égale trouver le premier point de violence. Tu les as cognés, tu m'as trahi, on est debout, montre-moi ton premier point de violence. C'est une pelote, c'est un éclat de verre dans une fenêtre cassée, c'est un trou dans un mur, c'est un bâillon dans la bouche, c'est une lande brumeuse où tu marches pour ne pas rentrer. C'est forcément quelque part, c'est forcément quelque chose, on va trouver. Quoi qu'il arrive,
Ne rends pas ta couronne, ne rends pas ta couronne. Moi, j'ai rendu la mienne sur le chemin qui serpente à travers le parc vers le théâtre des Amandiers en écoutant un morceau de reggaeton. Tel un marron rose, ma couronne a roulé sous le platane à la branche duquel, quelques semaines plus tôt, je l'avais ramassée. Ce jour-là, sur le chemin sous les platanes, Pablo, le garçon que j'aimais comme on ramasse un marron parce qu'il brille plus fort que les autres, m'avait dit « J'ai parlé de toi à ma sœur. » Et j'avais pris ça pour un indice. Comme encore les marrons qui mènent aux coupables dans les films policiers. Ou est-ce que je me trompe pour les marrons? En tout cas, pour Pablo, je me trompais, c'est sûr. Ne rends pas ta couronne, petit roi blanc. J'ai vu des hommes rendre la leur la nuit, et ce n'était pas très joli. Ça leur donne le visage du cauchemar de Fuseli. Le rire grinçant, la fatigue d'être eux, la fatigue d'être toujours à côté parce que c'est ça qu'être eux. Moi, je suis une femme. Ma couronne est volée. Si je la rends, ce sera toujours ça de prix quand même. Le roi gémit et rit. C'est Shakespeare. On rit quand on se rend. Ils ont raison. S'il faut partir, salué par un entrechat, serré dans le poing, l'effet que ça fait. Moite, joyeux, gras, du beurre pour gaufres. Ton arabesque comme la dernière chose qu'ils n'auront pas. S'il rit, c'est qu'il va se rendre. C'est couru, c'est Shakespeare. Ne rends pas ta couronne, je suis dans mon déni. Sur scène, le roi blanc déchu monte quelques marches pour mieux répondre à son cousin qui lui lance. Alors comme ça, tu rends ta couronne? J'aimerais t'y voir, cousin. Mais on t'y verra, on nous y voit tous. Le garçon que j'aimais sous les platanes ne m'aime plus. Attends. Non, c'est pas ça la bonne version. Le garçon qui t'aimait ne t'a jamais aimé. Ta couronne se balance dans le vent froid sur la branche où tu ne l'as jamais attrapée. Tendez des couronnes aux enfants. Voyez leur sourire. Attendez leur ployer, il viendra à point. Pour toi aussi, cousin. Dans les sentiers sous les platanes à Nanterre ou sur les plages brinque-ballées de la vieille Angleterre. Rends ta couronne. Si t'attends qu'on te la rende, alors elle ne vaut rien. Rien qu'un toc. Plic, bloc. Personne ne ramasse les joyaux au compte-gouttes. Tout comme personne ne résout d'enquête avec des marrons au bout du compte. Alors rends ta couronne. Ce qui sacre, c'est les chagrins. Tu croyais que c'était pour ton sexe, pour ta langue qui n'irait pas. Tu croyais que c'était pour les gestes qu'on ne poserait pas ensemble, ma colère? C'était pour mon rapport au réel. Oh, c'est prétentieux, mon rapport au réel. Mais prétentieux, c'est moi. Prétentieux, mes seins proux. Prétentieux, mes yeux pas là. Prétentieux, mon nez, mon menton, alors qu'ils n'ont pas de bonne raison. Prétentieux, mon rapport au réel. Prétentieux, faut croire que t'aimais ça. Que ton sexe ne soit pas allé, que ta langue ne soit pas allée, ne change pas grand-chose aux bousculades dont le monde tremble. Mon rapport au réel prétentieux, voilà qui change quelque chose. On aimerait que plus souvent les hommes puissent dire « il leur manque des lois physiques ». Élémentaires, je crois que c'est un problème de loi physique. Il leur manque la loi physique, ce qui existe, existe, qu'on le nomme ou pas. Ils espèrent pouvoir faire passer, accepter comme une lettre à la poste la loi physique. Si je dis rien, rien n'advient. Quelle confiance faut-il avoir en son langage? Prétentieux, vos rapports au réel. On aimerait que plus souvent les hommes puissent dire « c'est vrai, j'ai envie de toi parfois, pas tout le temps. C'est vrai, je t'aime bizarrement, je reconnais rien et je ne sais pas où mettre ça. Enfin, si, je sais, je veux le mettre dans rien, parce que j'ai honte. Parce que j'ai peur, parce que t'es impériale, mais aussi capricieuse, nocive dans le fond, parce qu'ensemble ça serait trop difficile, trop pénible et coûteux, et que j'aime mieux ma vie comme ça. Coûteux, pénible, difficile. Vous croyez qu'on ne comprendrait pas? Vous croyez qu'on n'a pas, nous aussi, à l'intérieur des nerfs blancs et durs, de mauvaise viande, des gosiers d'ambition à gaver comme des oisillons et des semelles pour empreinte?
Vous croyez pas qu'en vérité, nos vies sont objectivement mieux sans le souci de vos dedans, que vous, ça vient remplacer tout l'air disponible pour penser, bâtir, imaginer, surtout penser. Votre gros corps, vos grandes places, habitués à ce qu'on façonne à leur mesure les espaces éléphantesques, poussant tout sans égard pour l'âme, ici qui aspire à penser mais qui ne pense pas à demander de l'air en réserve. Notre égoïsme plaintif jette le gant au vôtre. Vous ne le ramassez pas. Sans le voir, vous nous en mitouflez plutôt sous un manteau d'exigence, toutes féminines, toutes les mêmes. Quand même souvent, tu inventais mon exigence. Ma seule exigence, mais non des moindres, je suis d'accord. Mais il nous aurait fallu des années, oui, je suis d'accord, et des loupes avec lesquelles on observe les fourmis dont on parfois ne le dit pas, brûle les ailes juste comme ça. Ma seule exigence, qui nous aurait occupé pas mal de temps, c'était de dire d'une seule voix ce qui existait déjà. On n'aurait pas compté, on n'aurait pas fait de liste, on n'aurait pas eu besoin de se demander « et ton sexe, est-ce qu'il va aller ? Et ta langue, est-ce qu'elle va aller ?» On n'est pas des légumes, on n'est pas des dénombrables, on n'est pas des forcenés, ni des coquillages froissés, ni des crabes blancs et morts sur lesquels marcher. On aurait pu dire ce qui existe à la façon dont le font les vagues, un peu, mais pas vraiment, en avançant, en reculant, en mouvement. Après, il était trop tard, à cause de mon rapport au réel. Ce que tu as fait à mon rapport au réel a fait déferler ma colère. Fais ce que tu veux avec ton sexe, avec ta langue, avec les endroits où ils n'iront pas. Tourne la clé, cache le coffre, déplace le rocher devant la caverne pour que jamais on ne puisse accéder. C'est ok. Je connais ces pièces comme si elles m'avaient faites. J'ai pas besoin de les revoir. En vérité, si tu savais combien j'en ai marre de les voir. Mais ne t'avise pas de toucher à mon rapport au réel. Garde chacun de tes gestes pour toi, garde tes mains dans tes poches, ne repousse aucune mèche de mes cheveux derrière mon oreille, fais comme si tu ne voyais pas mes joues roses de froid, fais comme si tu n'avais pas envie de poser tes doigts à plat dessus pour vérifier la matière. Comment peut-on ne pas avoir envie de vérifier la matière ? Un jour viendra, je percerai ce mystère. Reste droit, reste loin, ne dis rien, mais ne t'avise pas de toucher à mon rapport au réel. Mon rapport au réel ne va pas pouvoir. J'ai des frissons quand je te parle, mais je ne suis pas amoureux de toi. Il ne va pas pouvoir. Tu me manques quand tu n'es pas là, et j'ai envie de te tenir dans mes bras, mais je ne suis pas amoureux de toi. Il ne va pas pouvoir. Je n'ai jamais ressenti ça, sauf quand j'étais amoureux, mais je ne suis pas amoureux de toi, je te préviens. Il ne va pas pouvoir, il ne va vraiment pas pouvoir. Les gestes qu'on ne posera pas, il aurait pu. Coûteux, pénible et difficile, il aurait très bien pu mon rapport au réel. Après, il y eut la colère, et ce fut autre chose, et ce fut, et ce sera toujours trop tard. Il est des trop tard qu'on ne recourt pas à l'envers, des plans inclinés qui ne s'inversent pas même avec tout ce que la vie est longue. Les gestes qu'on n'oppose pas ne font pas grand-chose contre l'amour, jusqu'à ce qu'ils amènent la colère qui le déterge. La colère qui transperce même ce qu'il n'y a pas et laisse le paysage stérile. On ne repoussera pas. Tu n'aurais pas dû toucher à mon rapport au réel. Ça n'est pas du tout recommandé, l'émotion éphémère. Il est une nouvelle fois recommandé de ne jamais pénétrer aux archives. Il est une nouvelle fois recommandé de ne jamais pénétrer aux archives. Est-ce qu'un jour viendra où j'aurai essoré cette histoire jusqu'à sa dernière goutte ? Où les lieux de mémoire sont-ils ainsi faits qu'un rien, dehors, est susceptible de les rallumer de façon aléatoire, telles les cases colorées d'un dance floor ? Combien de temps peut-on graviter autour d'un nombre, compter de souvenirs ?
Combien d'éclats différents peut-on récolter, élucider, jusqu'à quand, et combien de vies ça peut prendre? Est-il possible de subsister, obsessionnel, jusqu'à la saison nouvelle, et jusqu'à encore celle d'après? Arc-bouté sur quelques scènes tristes d'enfance, quelques types à pommettes trop hautes, le visage sur le point d'éclater, et le fond de musique pop de moments presque effacés, sans rien vivre de nouveau, de particulièrement notable, ou bien en vivant des choses particulièrement notables sans même les remarquer, qui infusent en douce dans le nid dont elles remonteront, impromptues, quand viendra l'heure pour leur case de s'éclairer. Quelle est l'autonomie du moteur? En 2 domaines, elle me semble infinie, aussi grande que la distance qui sépare le corps qui court d'un canard sans tête de l'endroit où celle-ci gît, les hommes et la perte, Eros et Thanatos, grande originalité, aussi originale que le prototype de fille en jean aux cheveux nuls que je traîne sur les trottoirs au milieu des femmes sirènes, roses et ambrées qui les peuplent, l'air de sortir d'un coquillage du Louvre l'instant d'avant. C'est à cause d'elles, les femmes coquillages, que mes yeux tombent à l'intérieur de ma tête, pas voir. Je ne désire pas souligner visuellement mon insuffisance, merci, non. Dans les malheurs de Sophie, cette andouille de Sophie qui n'est pas à sa près, abandonne une poupée de cire au soleil. Les yeux fondent et tombent à l'intérieur de la tête, enfant la scène me glaçait. Le visage ravagé, ces cavités affreuses me hantaient. Mais quand on relativise, quand on devient adulte ou athée ou de droite, on commence à supposer qu'il y avait en fait des choses à regarder à l'intérieur de cette tête, des choses insoupçonnables à notre monde de viande et de sucre, mais non moins cruciales à l'histoire. L'histoire? Mais je sais pas, moi. L'histoire, le récit, le canevas, le truc, le grand dessin. Dieu, d'après certains, Spinoza, entre autres, l'œil extérieur, sinon, qui n'est pas toujours dans la tombe, mais qui regarde bien, qui existe, oui, et regarde de loin. L'histoire qui ne pense rien, mais devant laquelle il forme une balance parfaite, le monde de cire des poupées, des personnages inertes, et celui des humains encore. L'œil devant qui c'est pareil, le dedans et le dehors. Ce qui me fascine encore, je ne sais pour combien de temps, j'ignore si ça rencontrera sa fin, ce qui me fascine autant que les filaments aléatoires d'une lampe à lave rose et orange qui lentement montent et descendent devant nos lits de 13 ans, c'est la folie et son double caractère. Car bien sûr, cette folie 2 fois dont il a été question avec Pablo, il sonne toujours folie, folie, pauvre cloche, l'amour raté. Folie de la montée d'abord. On se drape, maniaque de mythes, de labyrinthes et de statues érigées depuis ce qui n'existe pas. Un tout petit homme, Pablo, que j'avais été capable de voir tel qu'il était avant de l'aimer. Mince, très blanc, les doigts exceptionnellement longs, des doigts de pianiste, et les pommettes trop hautes. Avant, oui, avant j'avais pu l'écarteler sous mon microscope exact, 4 clous plantés aux points cardinaux, poumons, lâcheté, foie, enfance secouée, cœur, cœur, cœur. 3 cœurs? Non, juste un gros et alcoolisme léger. Lui aussi, avec son microscope d'homme, forcément un peu moins bon, zoom à rebours, contour grossier à la louche et mal cadré, lui aussi était parvenu à me voir vraiment, chancelante, mal dégrossie, la langue toujours mieux pendante que les entrailles, un genre de chamallow cramé, un couloir vide, traversé d'air. Un enfant vampire, tu sais, l'un de ces séraphins rouges aux queues de poisson dans ces tableaux de l'aile Sully. On se voyait bien clair, Pablo et moi, au début. Soudain, comme par miracle, comme par erreur, la toile. Pas le noir, la toile, rien à voir, tendue d'un coup entre nos 2 silhouettes debout sur un trottoir.
un beau jour, sans prévenir, on ne s'est plus vu du tout comme on était. Des gosses cachés dans des allures, aux bras toujours trop longs, qui ratent juste assez de choses de ce qu'ils entreprennent pour être aimables. Tout à coup, on s'est vu comme notre version extrême, dessinée en couleurs brutales de tableaux convulsifs. Il avait une veste en cuir élimé, je portais des Converse, on se croyait en toge. Dans la ville qui pue le pigeon, on était sur la balancelle à Fragonard, écartant des branches émeraudes de nos visages, la bouche rouge cerise, les yeux mouillés, gloussant comme des daims aux jambes flageolantes dans les fumées de pots d'échappement. Sur la toile, on se voyait minéral, on se voyait montagne, dans des contes peuplés de sphinx mystérieux qu'on arpente dans leur cul-de-sac jusqu'au petit matin. On voyait le tableau, nos versions dessus. Folie niveau 1, pas la pire, un peu excitante, celle qui fait écrire des textes comme des tirs de mitraillette par le seul effet de marcher vite en ville. Celle qui t'abîme jusqu'à de grandes théories existentielles sur le temps, le mal et le libre arbitre, menton dans la main, alors que la minute d'avant, tu pensais simplement à son front. Celle qui te rend franchement débile mais content, et beaucoup plus agréable de la vie des tiens. La folie d'après nous amusa moins. La folie, pas de la toile, pas de se percevoir, connard, comme des tableaux dorés d'une valeur transcendantale, mais la marche d'après sur l'échelle de l'entonnoir retournée sur la tête. La folie de se regarder, continuer à désirer dans le vide ce qui n'arrivera pas, prunelles écarquillées, d'avidité, du rien, folie de la brûlure vide, constante, folie du point inamovible, quelque part sous les yeux, au niveau des poches où se rangent d'habitude les sinusites, sauf que cette fois, c'est l'impuissance que l'on berçait sous nos regards à l'emplacement des larmes pelotonnées qui n'éclatent jamais, car les hommes et les filles qui désirent comme des hommes ne pleurent pas, n'ont pas peur, jamais froid. On n'a pas vécu de la même façon le niveau 2 de la folie et personne n'avait raison. Moi j'allais comme d'habitude avec mon désir, je fonçais droit. Comme les fois d'avant, j'allais vers le mur, parce que le mur me paraissait moelleux et tiède et extatique. J'allais vers le mur parce que c'était un beau mur, qu'il est des murs qui réclament nos écrasements, qu'il faut alors les leur tendre sans moufter, pas négocier, ranger sa monnaie de singe, abdiquer au seul nom du fait que c'est très impératif d'emblée un objet mûr. Je fonçais droit, je regardais pas derrière, je ne me demandais pas ce qu'on ferait après, quelle broderie, devant quel feu, quelle séance de 11h le dimanche, quand le souffle de cet élan aurait passé, parce qu'il passe, c'est la loi, nul n'est censé l'ignorer. T'as été plus conséquent que moi, plus méchant aussi, alors c'est peut-être lié, peut-être qu'en ce royaume, celui de la passion et des fous, peut-être qu'au royaume des couronnes d'aquarelles et des entonnoirs retournés, à bien y regarder, être conséquent, c'est perforer les poitrines et les toiles. Tu m'as offert un doctorat en signaux contradictoires. Grâce à toi, aujourd'hui, je peux remonter mes lunettes sur le nez et asséner d'un ton docte à qui veut bien l'entendre, étrangement beaucoup de gens. Le décalage entre le discours et les actes est un grand signe de nocivité. Peut-être, sûrement, mais je ne vois plus ton œil avec son pli. Ce pli que t'avais depuis tout petit comme un défaut, comme si la tente de ta peau autour de l'œil avait mal tendu ses sardines. J'ai appris plein de théories lacaniennes sur la relation d'objets, mais je ne vois plus ton œil se plisser un peu plus encore quand une chose t'amusait. Alors qu'est-ce que je vais faire ? On dit partout qu'il faut déconstruire l'amour, le réinventer, apprendre à le faire,
le défaire, s'en faire une collerette en rouleau de sopalin autour du cou à la Sainte-Catherine avant de l'avaler tout cru. Quand j'entends ça, je me sens comme un môme qui tient bravement 2 caplas en équilibre sous ses yeux ébahis à qui on explique que, quand il aura fini la tour Eiffel, quelqu'un viendra balancer un coup de pied dedans. Pour déconstruire, déjà, je vous informe, faut qu'il y ait un vague édifice, même moche. Chez moi, dans ma tête, pas dans mon salon, l'amour n'est pas à déconstruire puisqu'il est ravagé, morcelé, éclatax underground. Horcrux, ruine, jeu de piste, éclat de vase japonais qu'on recollera pas en doré, ça va suffire avec ça, ou bien meuble suédois auquel manque toujours une vis, ce que tu veux de décevant et qui tient jamais en un seul bloc de grès. C'est même plus que je mets pas tous mes œufs dans le même panier, c'est que mes œufs flottent dans les airs à des kilomètres les uns des autres, tandis que je me suis retourné le panier sur la tête pour m'en faire un couvre-chef. Est-ce que tu l'aimes ? Oui. Peut-être. Je ne sais pas. T'as qu'à dire, toi. Sûrement. J'aime beaucoup. Pas tout, mais vraiment beaucoup. Les indices de mon désir gisent. Incompréhensibles. Un ensemble de pièces à conviction qui ne me permettent pas de reconstituer la scène sans lien causal ou temporel. Un gourdin. Une boîte d'allumettes sponsorisée par un hôtel de luxe. Une boule de cire Babybel et un bouquet de fines violettes. Le colonel Moutarde avec une feuille de coriandre dans un wagon du Space Mountain. Sexe va pas avec envie d'être ému ensemble devant un tableau ou une tombe. Va pas avec envie de se réveiller côte à côte le matin et boire un expresso serré. Va pas avec désir d'enfant qui aura tes yeux. Va pas avec manque. Va pas avec admiration pour ton travail. Va pas avec trouver sublime, surtout les mains. Un champ de billes à ramasser, éclaté aux 4 coins. Comment font les autres ? Moi, j'ai trop dérivé. J'ai l'impression qu'on n'est pas si nombreux que ça à être capable de tout tenir dans la même boîte. La preuve, les hôtels sont pleins les après-midi. J'ai essayé quelques fois, tout tenir entier. Sexe, vie commune, intellect, émotion, tout ça dans un seul et même corps. Rien que d'y penser, ça me file des frissons, tellement ça a l'air écrasant pour le corps en question. L'image nette d'une mule qu'on surcharge d'objets impossibles. Un pot de miel qui dégouline en travers de la selle, une faux calée à califourchon entre les 2 yeux. Je vois pas qui peut continuer à exister pour lui-même, chargé de la sorte. Qui peut aller où que ce soit en propre, le dos creusé par un tel bric-à-brac. Demi-tour d'avance. Ou même, je monte pas. Le problème, c'est que l'amour est partout, et qu'en plus, il ne porte pas le bon nom. C'est vrai que c'est pareil, au fond, loin, très loin au fond. C'est vrai que ça se rejoint, sexe, vie commune, intellect, émotion. C'est une substance unique, qu'on passe toute la vie à chercher en furetant, beagle beige et brun surentraîné et un peu pressé car à la fin... Horrible cette fin. La substance unique porte plein de noms. Tout le monde a essayé de lui trouver le sien tellement nommé de façon particulière participe de la chasse. L'extase, l'expérience intérieure, la transcendance, l'alignement des formes de vie. Les normaliens situationnistes ne font pas les meilleurs nommeurs. Ça se vendrait pas terrible sur une conserve argentée. Alignement des formes de vie, 3,50 €. Ou autre chose. Dieu, la joie si tu veux. Pommes, farine, œufs, qu'est-ce qui te rend puissamment joyeux ? On pourrait se mettre d'accord. On pourrait dire, il arrive que ce que l'on porte en soi, lové comme dans un nid, soudain, se met à vibrer si fort en rencontrant quelque chose venu du dehors qu'il pousse tous les curseurs de toutes les commandes à bord à leur niveau le plus bas et le plus haut à la fois. Piano, piano, braille l'orchestre, le tintamarre des libellules. Limpide, hein ? Réel. C'est quand tu planes, quand t'es high, quand t'es chaud et froid, triste et rire, parce que tu crois que t'es amoureux ou que t'as lu une phrase parfaite dans un texte, que t'es dans un stade au milieu d'une foule, lors d'un concert ou à l'église, devant un coucher de soleil à la messe. Dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, quand la circulation entre les deux milieux semble fluidifiée, que ton sang coule plus vite, que t'expires plus d'air à la minute. Que tout brûle.
ou du moins tout brûler, jusqu'à ce que l'esthétique des sorcières naturopathes relativise la puissance subversive de cet élément. Certaines personnes sont simplement capables de brûler plus longtemps que d'autres à partir d'un même objet. C'est une épreuve de Fort Boyard, le truc. Tout le monde debout, une bande de papier rectangulaire tenue au bout des doigts qu'on allume à l'extrémité, et gagne celui qui s'en roussit la pulpe en dernier. Chacun sa longueur de languette en papier. Je crame vite. À croire que j'attrape la feuille directement par la flamme, sans prendre le temps de noter les codes secrets écrits dessus. Je suis une créature de surface. Je touche, j'appuie à peine. Je pose le doigt. Je soupèse pas. J'entre en contact et puis je décale. La profondeur m'intéresse mal. Moins que le mouvement. Même en surface, je vais pas au bout. Lundi dernier, je suis allé nager avec Swazik. En me regardant dans le bassin, elle a éclaté de rire. Je faisais demi-tour tous les 3 mètres. Je me fiche du bout. De tous les bouts. Faut voir aussi ce qu'on nous vend comme fin. La charogne ou la prison de Chérubin. Disney, la chaise et roule. Merci bien. Ce qui m'allume, mon incendie pré-sorcière à moi, ce qui me fait vibrer me fait atteindre une joie si grande qu'elle a l'air d'une folle, c'est la différence. On n'est pas en train d'écrire des slogans sur un carton en vue d'aller en manif. Bien non, puisqu'on est des écrivains conservateurs. Alors disons plutôt le singulier. L'autre est partout et je m'allume beaucoup. Allumeuse, mais de moi-même en premier. Je tombe aussi souvent amoureuse du regard un peu triste d'un type dans lequel j'ai cru voir des funambules de son enfance que d'une idée sur laquelle je bute 4 fois dans un livre trop compliqué pour moi. C'est sans contour. Ça se voit. Regarde la gueule de mon propos. Regarde les romans que j'écrirai jamais. Informe. Les choses sont une zone géante, sans cases, sans colonne ni étiquette assez convenable. Fluide. Un truc qui coule. Mais où est la structure ? Au stylo rouge. Au même endroit que mon squelette. À l'emplacement des trucs pas très consistants. Des trucs pas fixes. Des sables mouvants. De ce qui monte et qui descend. Du miel à la place de la colonne vertébrale. Pas celui qui coule sur le dos de la mule. Encore un autre. L'amour qui circule sans direction ou bien dans toutes les directions. C'est peut-être juste un problème de synapse. Le dernier comprimé d'ecstasy que j'ai pris de ma vie, il y a 7 ans en Normandie, est peut-être resté diffus quelque part dans un recoin de ma matière cérébrale. Comme ce pauvre gars qui s'appelle tout le temps Baptiste ou Clément dans les spots de prévention et qui reste défoncé pour l'éternité après sa première prise. Un arbre, un homme, une phrase. Allumage. C'est peut-être juste la coïncidence qui veut qu'un homme contienne plus de paysages qu'un arbre. Le silence, voilà qui dirait des choses de moi beaucoup plus qu'on le croit. Souvent, la nuit, je rêve qu'on me fait fermer ma gueule à coups de poing ou à gros points de couture. Même le silence a besoin de support. La poésie naît du silence, suivi par le support. Un grenier à Charleville, c'est un silence et un support. Un matin, avant d'aller au collège, ma parole est tombée dans mon bol de chocolat chaud. Comme je suis restée muette depuis, et que j'ai rencontré ensuite quelques supports dans ma vie, pas assez, pas dans le métro malheureusement, mais quand même quelques-uns, on en est là. Bienvenue Agathe Saint-Maur, bienvenue à tous et à toutes. Bravo pour ce recueil dont on vient d'entendre une si belle lecture, Rends ta couronne, donc au Castor Astral, qui est paru en mars et qui est un premier recueil de poèmes après un premier roman de Sel et de fumée chez Gallimard en 2021. C'était très émouvant ce moment, très beau. Ça marche. Ouais, non, c'était fou. Et c'était génial. Et je suis trop contente qu'ils aient fait ça. Enfin, vraiment, je suis un peu high là, mais c'est un bon état, on vient de l'entendre. Ouais, c'était hyper émouvant. Voilà, je suis très contente. Merci à tous les lecteurs, aux 4 lecteurs et au son. Et merci à vous d'être avec nous. Alors,
Dans De sel et de fumée, ce premier roman, vous disiez déjà « Les sentiments préparent leur mort à chaque instant ». Et dans ce nouveau recueil, vous écrivez « Ça m'ennuie de raconter 10 histoires ou même 2, je suis là pour raconter 10 fois la même histoire en commençant par un autre point du cercle. » Dans De sel et de fumée, c'était l'histoire de 2 hommes, l'un venait de mourir et l'autre analysait l'histoire amoureuse qu'ils avaient vécue, qui avait commencé à se rompre avant la mort accidentelle, ou du moins le meurtre même de l'un des deux. Et puis dans ce recueil, eh bien, vous racontez, c'est aussi l'autopsie d'une relation, mais sauf que bien sûr l'amoureux n'est pas mort cette fois, simplement il y a eu une rupture. Est-ce qu'on peut parler d'une obsession, est-ce qu'on peut parler d'un cercle, et est-ce que vous vous expliquez pourquoi ce cercle autour de ce sentiment amoureux et sa perte? Je pense que c'est effectivement très juste. Il y a quelque chose dans les 2 livres de l'ordre d'une répétition perpétuelle dont les narrateurs, la narratrice dans le deuxième, le narrateur dans le premier, n'arrivent pas à sortir, qui dit quelque chose, je pense, de la question pour moi de la temporalité, c'est-à-dire que je perçois effectivement beaucoup de figures, de cercles, d'endroits. Enfin, je cherche la sortie. Et je pense que l'écriture de ce livre, du précédent, c'est une manière de chercher la sortie de situation du réel, de chercher un autre plan qui existe en dehors des situations réelles. Et je crois que dans les 2 cas aussi, la question de la perte, comme tu l'évoquais, que ce soit à travers le deuil ou ici à travers le ressassement et une figure d'homme perdu, c'est très en lien pour moi avec le manque propre au fait d'écrire. Je pense que dans le geste d'écrire, il y a quelque chose qui est de l'ordre pour moi d'un manque que je viens essayer de recouvrir avec du langage. C'est vraiment comme s'il y avait effectivement un creux, un vide, quelque chose à venir, pas combler parce qu'il est impossible à fermer, mais en tout cas à venir circonscrire et à venir envelopper pour le rendre plus confortable. Et je pense que c'est ça qui explique, en tout cas de loin, le fait que les 2 livres soient tendus vers quelque chose de perdu, comme en fait le geste que je pose quand j'écris est tendu vers quelque chose de perdu. C'est une écriture consolatrice? Consolatrice, je sais pas si ça... Auto-consolatrice? Je suis pas sûre que ça ait un effet vraiment consolateur parce que tentative. Comment? Ouais, je réfléchis. Je sais pas si ce que je cherche à faire, c'est véritablement me consoler, parce que je suis pas sûre que je crois même dès le départ à la consolation. Je crois qu'il faut surtout épuiser l'événement et l'épuiser en essayant en fait de l'éclairer de plein de façons différentes. C'est pas je me sens pas bien, je me sens pas mieux quand je pose des mots sur la situation, mais j'ai l'impression que qu'il y a quelque chose qui se fatigue. En fait, il y a une énergie qui se fatigue. Alors peut-être que c'est ça, peut-être que ça vient à la fin apaiser, mais c'est surtout dépenser cette énergie au départ du manque, au départ du besoin de littérature, de mettre de la littérature sur le réel, pour qu'à la fin elle s'épuise sur la page et qu'on puisse passer à un autre événement. La fameuse tentative d'épuisement du réel qui advient la fameuse tentative d'épuisement de l'amour, finalement. Donc, comment s'en sortir? Oui, comment s'en sortir, c'est la question. Alors c'est un livre qui est, on l'a entendu là, notamment dans le dernier extrait, que j'avais beaucoup aimé à la lecture. J'ai tout aimé, mais cet extrait, je l'avais trouvé, j'avais espéré qu'il serait dans la lecture parce que j'avais envie de l'entendre lu avec ce mot high et voilà, c'est le Horcrux, etc. Et je m'étais dit, c'est drôle parce que Horcrux, on est dans quelque chose d'extrêmement moderne, des références qui sont, je crois que vous êtes né en 94, voilà, c'est la génération Harry Potter, on entend une petite musique tout à fait contemporaine dans votre voix, et en même temps avec des références qui sont, on pense à Rimbaud, d'ailleurs je crois que vous mentionnez Rimbaud, Shakespeare est présent, Hugo est présent, enfin vous êtes dans une position intéressante et une voix très singulière entre de grandes références dans le très bon sens du terme et une modernité aussi dans le très bon sens du terme. Comment est-ce que vous trouvez cet équilibre ? Je pensais à Horcrux parce que vous citez ce mot. En fait, je crois que c'est le son aussi qui m'amène aux références. Là, en l'occurrence, j'avais besoin du X et non, mais vraiment du slam en fait. Je crois que je fonctionne quand même pas mal comme ça avec le besoin de sonorité. Et puis après, en réalité, j'arrive à un endroit. Effectivement, je suis née en 94, donc il s'est passé énormément de choses avant. Il continue de se passer des choses et je suis nourrie comme une surface. Je parle de surface, mais en fait, je suis un support pour recevoir tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui est en train de se passer au moment où j'existe. Et donc, je suis une courroie aussi. Je crois que je dis ça, vraiment un truc de courroie de transmission. Et après, la façon dont les références se gravent ou infusent en moi et rejaillissent sur la page, difficile à dire, mais en tout cas, je reconnais ce truc de sonorité. Je reconnais ce truc de j'ai besoin qu'il y ait la musique, alors que ce soit la musique des Horcrux ou alors des musiques plus classiques, Rimbaud, Shakespeare, des choses comme ça. Le rythme aussi. Enfin, il y a un truc, en tout cas,
qui est directement en lien avec le mot, quoi, avec le langage en tant que structure. C'est intéressant parce que ça fait plusieurs fois qu'en vous écoutant, je pense à quelque chose à laquelle j'ai déjà songé en lisant vos 2 livres. C'est le travail du mot qui est proche de l'artisanat. C'est-à-dire, même je crois que vous parlez d'établi, vous parlez d'écharde, vous parlez de bois, vous parlez vraiment du travail d'un texte qui ressemble à celui de l'ébénisterie ou voilà, de l'artisanat au sens noble. Et là, en vous écoutant, ça confirme un peu ma sensation. C'est-à-dire que vous prenez des mots, vous prenez des sonorités, un peu comme vous prendriez des outils dans une caisse à outils finalement. Peut-être que ce qui précède ça, ce que vous décrivez, tout à fait justement, c'est il y a quand même à un moment un jaillissement, quoi. Il y a quand même le matériau, il arrive en forme plus fluide, et après le travail, et effectivement les échardes, l'artisanat, etc. Il arrive à partir de cette espèce, comme de la terre glaise, comme vraiment j'arrive au milieu de ça, et il y a en fait une masse de terre et d'argile, et ça par contre, ça vient de manière beaucoup plus spontanée et vive, et ensuite il y a quelque chose de très lent et de très, en effet, bricolé, quoi. Il y a quelque chose dont on va couper à cet endroit, on va prendre ça et le mettre là. Vraiment d'un artisanat, vraiment d'une fabrication qui arrive à ce moment-là. Donc c'est un double mouvement. Voilà, Pourquoi est-ce que vous avez peur de ne pas savoir écrire, Agathe Saint-Maur? Vous le confessez à un moment donné, vous qui écrivez si bien. Parce que c'est dur, parce que j'ai l'impression de voir mes limites, et j'en parle dans le livre, c'est-à-dire que j'ai l'impression que j'arrive pas à éclairer certains endroits de la langue ou des idées. C'est comme vraiment avoir une très grande pièce et pouvoir en éclairer que des petits endroits, et j'essaie de le faire là dans ce type de format. Mais quand il s'agit d'avoir une vision plus ample, d'avoir une proposition plus ample, je me sens toute petite. Je me sens vraiment... je pense que j'ai encore une très grande marge de progression, mais j'espère que ce sera le cas, parce que je vois, voilà, c'est vraiment, j'ai le sentiment d'une pièce plus grande à laquelle je n'accède pas. Et après, c'est aussi un processus qui fait beaucoup douter, parce c'est des banalités, mais parce qu'il est très solitaire, parce qu'il n'y a pas de récompense au moment où on l'accomplit, et donc quand on est peut-être un peu immature et qu'on fonctionne beaucoup à la récompense, eh bien, il y a une espèce de longue traversée sans qu'on est très seul à ce moment-là, et quand on est un être qui préfère être entouré, en fait, c'est très difficile. C'est très difficile. Ce que j'entends, c'est aussi de l'exigence envers vous-même. C'est-à-dire qu'après, il faut l'assumer, quoi. Donc, oui, enfin, je sais pas, je pense que j'ai lu aussi énormément avant d'écrire, longtemps, et que du coup, j'ai des modèles qui sont probablement inatteignables, mais qui sont le Graal, quoi, ce vers quoi aller. Oui, en fait, la musicalité dont on parlait tout à l'heure, il y a ce truc, j'ai des modèles de livres, j'ai des modèles qui existent, qui préexistent, et quand moi, ce que je propose, ça me paraît rabougri à côté, il y a une frustration importante. Une frustration? Ah oui. A posteriori même encore? A posteriori même encore, je pense, oui. Oui. Ouais. Bon, en tout cas, il ne voilà, faut pas être frustré, le résultat est beau, je pense qu'on l'a tous et toutes constaté. Merci. On parlait de l'atelier, de l'établi d'écriture et dans ce second temps d'écriture dont vous parliez. Et c'est intéressant parce que ce sentiment amoureux sur lequel on a ouvert l'entretien, c'est aussi finalement presque une forme d'autopsie que vous faites littéralement. Hein, dans votre premier roman, il est beaucoup question du corps mort de cet amant qui est décédé et que son amoureux imagine pourrir. Et en même temps, c'est comme si le sentiment amoureux était lui-même un corps qu'on regarde se décomposer, pourrir, etc. Il y a quelque chose d'ailleurs de très baudelairien là-dedans. Comment est-ce que vous travaillez cette question d'un sentiment amoureux que vous avez presque l'impression, on a presque l'impression que vous regardez en, comment ça s'appelle, en thanatopracticienne? Non, en thanatopracteur, voilà, practeuse. Ouais, croque-mort. Tout simplement. Yes. Donc après la frustration, eh bien, non, en fait, je pensais, en réfléchissant un peu justement au point de vue dans le bouquin, je me suis dit à un moment, est-ce que l'amour me sert pas de prétexte à avoir le droit d'observer de très près? Parce qu'en fait, c'est ça. si on fait ça à propos de n'importe qui, c'est très bizarre, alors que si on le fait à l'égard de quelqu'un dont on dit être amoureux, il y a une forme de tolérance sociale du fait de décortiquer la personne de manière aussi vampiresque. Et je crois que ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'observation, vraiment, si les gens me permettaient d'observer leur intimité de cette façon, sans avoir besoin de presque de s'insérer dans ce sentiment amoureux, dans cette passion amoureuse, j'aimerais bien aussi, enfin, je veux dire, ça ferait partie j'en ai envie, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est l'intimité et les saillances des personnalités, et il se trouve que le sentiment amoureux donne à voir de très près, enfin, c'est un endroit d'intimité inédit, d'accès à une intimité
direct et rare, en fait, partout ailleurs dans l'espace social. Ce qui est intéressant, c'est que le sexe et le désir, vous en parlez bien sûr beaucoup, et en même temps, c'est dans cette mécanique, si on déploie ce sentiment amoureux, la passion, comme une mécanique, comme un corps, finalement c'est un rouage, mais c'est pas forcément le moteur. J'ai trouvé ça aussi assez beau comme idée. C'est ça, c'est un peu, oui c'est ça, ça rejoint ce que j'essayais d'exprimer, c'est-à-dire ça fait partie d'une mécanique qui est à la fois, il y a un rouage à deux, il y a un engrenage qui se joue à deux, mais qui participe d'un ensemble beaucoup plus grand avec des causalités préexistantes. Et puis il y a aussi, on peut aussi zoomer à l'inverse sur le petit morceau d'engrenage, les personnes individuelles. Et donc là on s'attache à regarder le pas de danse, le mouvement en fait qui vient exister entre les deux petites machines. Mais on pourrait aussi, en fait, on peut zoomer ou dézoomer de manière un peu arbitraire selon ce qu'on a envie de regarder au moment où on parle. C'est intéressant parce que ça me fait penser au début des lectures, il y a eu cette entrée par le microscope masculin. Ce fameux microscope donc, qui rejoint tout à fait ce que vous venez de nous expliquer avec ce zoom et cette idée de presque mettre les gens dans des petites lames sous forme de cellules ou les sentiments pour les observer. Et en même temps, vous parlez d'un microscope féminin et d'un microscope masculin. Les deux n'ont pas vraiment les mêmes réglages ou la même acuité ou les mêmes performances. Comment vous expliquez ça ? Je me suis posé la question parce qu'évidemment... c'est pas de la misandrie ordinaire, attention. Non, mais évidemment, ce type de proposition, ça amène des questions sur le male gaze, le female gaze. Est-ce que forcément, si c'est une femme, c'est du female gaze ? Je pense pas. Peut-être qu'en y réfléchissant un peu, je me suis dit que c'était pas que les hommes, au sens d'individus vivants, une expérience d'homme, ne pouvaient pas voir de la même façon que les femmes, ne pouvaient pas être aussi observateurs et avoir un microscope aussi bien réglé. Mais c'est simplement qu'il leur faut d'abord, je pense, plus d'efforts pour penser à observer de cette façon-là. C'est plutôt avant la démarche de penser à observer, qui pour moi va plutôt être aujourd'hui, en tout cas, et de manière socialement répartie, favorisée et socialement encouragée chez les femmes, et donc développée en fait chez elles. Mais je crois pas que... Je pense qu'il y a tout à fait des microscopes fonctionnels chez les garçons. On se rassure quand même. C'est d'ailleurs pour revenir à cette question d'hommes et de femmes. À un moment donné, vous écrivez quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, c'est ce dialogue que surprend entre vous et une amie, son petit ami qui vous dit, vous les filles, vous faites de grandes histoires à partir de rien. Et puis, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est une critique, c'est pas un compliment. Alors que... Oui, c'est ça, ils ne voient pas. Ils ne voyaient pas ce qu'il y avait là. Ils ne voyaient pas le problème, l'histoire, les traits qu'on pouvait tirer. C'est vraiment, voilà, il y a un plan qui est pas perçu à ce moment-là. Alors que c'est une richesse d'avoir cette faculté, finalement, de tirer le fil de quelqu'un pour en faire, ou de quelque chose pour en faire une histoire profonde. Après, ça fait beaucoup d'informations à traiter dans les interactions quotidiennes, mais oui, certainement. Je trouve que le désir est aussi intéressant. J'en reviens à ma question du désir. Il y a un très beau passage dans Rends ta couronne qui parle des hommes et du fait que, bien sûr, on aime les torses, on aime les mains, on aime la jawline, mais on aime aussi d'autres choses. Et j'ai trouvé que vous déplaciez dans cette grande question de la loupe ou du regard qu'on pose le curseur et que vous regardiez les hommes autrement, les corps autrement. Comment est-ce que vous déployez cette perception du corps dans votre poésie, et aussi dans votre prose, enfin dans votre roman, puisque c'est le cas dans votre roman. Il y a aussi des descriptions du corps qui sortent de l'ordinaire et de la mécanique habituelle de ce qui va déclencher le désir chez quelqu'un. Parce que quand en écrivant cet extrait, je me suis aperçue en fait que si on prenait le corps comme ça, même si c'était des très beaux morceaux, ça restait de la pièce détachée et des morceaux morts. Et ce qui m'intéresse dans le corps, donc des hommes en l'occurrence, c'est l'énergie dont il est chargé. C'est la façon, le poème se décline ensuite là-dessus, dont il va se mouvoir, et en particulier dont il se meut, mais on en revient à l'observation dont je parlais un peu plus tôt, dont il se meut, même quand il n'est pas intéressé, enfin quand on n'est pas en interaction, ce corps masculin-là et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est en train de faire, ce qui l'intéresse de faire, c'est-à-dire vraiment la subjectivité en fait qui est à l'intérieur de ce corps et comment cette subjectivité elle va se traduire sur sa surface. Mais la chair, évidemment, il y a de la sensorialité, enfin ça intervient, c'est certain, dans le désir. Mais le prémisse, la raison, je pense, de porter mon regard, en tout cas, et de m'intéresser de plus près à cette chair, c'est son intention. Et le désir et le regard posé sur vous, il y a notamment des photographies de vous à différents âges. Et puis vous évoquez aussi, vous êtes désirante, mais vous êtes aussi désirée.
Quelle influence ça exerce sur cette fonction de caméra que vous opérez? Ouais. C'est une question difficile parce qu'il faudrait pouvoir se voir de l'extérieur. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est difficile de réfléchir à soi depuis l'extérieur. Avant le spectacle, je m'étais un peu interrogée sur qu'est-ce qui me dérange dans le fait de lire et pourquoi j'ai envie, j'ai le désir que ça soit ces 4 garçons qui lisent. Et au début, donc, j'en revenais à des trucs effectivement dont on vient de parler, le female gaze, le dispositif avec une femme qui regarde des hommes, et je me suis dit en fait, et aussi le fait d'être une idée en lien avec le fait d'être dérangée par le fait d'être encore regardée en tant que corps féminin. Je me suis dit mais en fait c'est pas ça le vrai problème, c'est pas ça la vraie question qui se pose pour toi, parce que si c'était pas ton texte que tu lisais, si on te donnait autre chose à lire, ou même si simplement ton texte était lu mais tu restais regardé, c'était pas le regard porté sur toi n'était pas le problème. Ce qui me pose difficulté, c'est le fait que en lisant ce texte, si j'avais lu ce texte ici, il y aurait eu une confusion entre le corps lisant et le corps écrivant, qui pour moi ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand j'écris, je ne suis pas la personne qu'on retrouve écrite ici, et je ne suis encore pas la personne qui viendrait porter ce texte-là. Et donc, du coup, je crois que ce qui me dérange, c'est pas tant le regard porté sur moi en tant que corps féminin dans l'espace public. Là, ce qui me dérangeait dans cet exercice en particulier, c'était le fait qu'il y a une dichotomie chez moi dans entre le corps écrivant et le corps écrit. Après, peut-être qu'on peut le généraliser et s'interroger sur ce qui nous dérange en fait quand on est perçu en tant que corps féminin dans l'espace public, c'est la dichotomie qui existe avec notre subjectivité et la façon dont on est perçu, notamment par les hommes. Mais voilà, je ne sais pas si c'était vraiment exactement le sens de la question, mais c'est pas apparaître en tant que femme, mais par contre, c'est peut-être qu'on comprenne pas l'endroit d'où je parle. Parce qu'il passe à travers le filtre d'un corps qui a l'habitude d'être regardé de manière objectivée, en fait, dans l'espace public. Alors pourquoi est-ce que vous avez fait figurer ces photos qui sont très belles d'ailleurs et qu'on est très heureux de voir quand on lit le recueil, parce qu'on a envie que cette voix s'incarne? Eh ben peut-être parce que j'ai une petite ambivalence et que c'est bien de ramener du corps aussi parfois. Et donc voilà, ça donne, c'est un peu incarné, quoi. Il y a quand même quelque chose dans le livre qui tourne autour du corps, qui tourne autour de la chair, qui tourne autour de comment je vis mon corps, comment je regarde celui des autres. Voilà. Et puis, ouais. Vous êtes juge et vous en parlez souvent. Vous en parlez pas souvent d'ailleurs, vous en parlez un petit peu. Vous en parlez, j'avais noté la citation de un jour devant un meurtrier que j'interrogeais, et là ça arrive un peu comme ma question. Ça arrive un petit peu abruptement, et en même temps ça vous nourrit aussi de voir ce que vous voyez en dehors du cadre de la littérature. C'est une question assez délicate parce qu'il y a toujours la question de ce qu'on prend, de ce qu'on vole versus ce qu'on rend. Et donc à chaque fois, justement, j'écris pas beaucoup en tout cas, j'écris sur ce métier, sur mon exercice professionnel, mais je publie peu parce qu'il y a quand même quelque chose de déjà violent dans l'institution qui s'exerce sur les corps. Et donc moi, ça ferait, j'ai l'impression de venir infliger une violence sur violence sur violence, quoi. Donc ce vol-là, je me l'autorise pas beaucoup en public, en termes de publication, voilà. Et puis, je sais pas, c'est aussi, en fait, je suis complètement dissociée, mais le corps du magistrat n'est pas le même non plus que le corps qui est crié. Donc en fait, il y a un truc où mon échange avec la personne ne cherche pas les mêmes choses, ne cherche pas d'ailleurs. Je cherche à ce moment-là à faire mon travail et je suis pas forcément, j'appréhende pas, je vois pas la situation de la même façon. Mon microscope est pas le même. Donc c'est un matériau, d'ailleurs ça me dérange de le qualifier de matériau, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'arrive que je ne souhaite pas pour le moment et peut-être jamais trop transformer en matière littéraire. Parce que ça m'appartient moins à moi qu'aux gens à qui ça arrive vraiment. C'est intéressant chez vous le morcellement des regards et le morcellement des identités, vous dites dissociées, mais on a un côté kaléidoscope en fait chez vous qui est assez intéressant. Oui, voilà, et bien oui, c'est une psychanalyse. Oui. Et c'est assez drôle aussi par moments ce que vous écrivez, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un texte qui parle de rupture amoureuse et d'éloignement. Et en même temps, il y a vraiment des sourires qui arrivent. D'où est-ce qu'il vient ce sourire dans un sujet qui est de tout temps triste en littérature et en poésie? C'est toujours la tentative de respirer quelque part.
la tristesse devient une angoisse, ou alors elle peut sortir ailleurs et elle peut sortir par l'humour. Et c'est, je pense que c'est une très bonne manière de retrouver son souffle et d'essayer d'éclairer autrement, quoi. C'est toujours cette question de trouver une sortie, éclairer différemment. Ouais, non, ouais. Vous parlez de l'art, la politique, le religieux, triangle qui me dirige sur les boulevards, qui, je peux continuer, hein, entre deux gares, etc., sont un peu 3 grandes obsessions, qui arrivent à la fin d'ailleurs du recueil et qui éclairent ce recueil. Comment est-ce que vous les vivez, ces 3 obsessions? Comment elles se traduisent dans votre littérature et dans l'un de ces nombreux regards qui vous habitent quand vous écrivez? Je crois que c'est de l'ordre de la sensation que j'ai essayé de décrire dans le poème sur la substance, la quête de... ce qui pour moi relie ces 3 pôles, c'est la sensation d'extase, et qui pour moi en fait est l'expression d'un sentiment de transcendance. C'est-à-dire que dans les 3 cas, art, politique, religieux, on va avoir quelque chose qui sort de soi, qui est vraiment tendu vers les autres, complètement dirigé vers les autres, et ce même à travers le temps, que ce soit l'art, le religieux ou le politique. On est sur une temporalité qui est complètement disproportionnée par rapport à nos existences, et je crois que c'est vraiment c'est encore une manière, enfin, je me répète beaucoup, mais c'est encore une manière de sortir du réel et du cadre qui peut être assez étroit, et d'aller chercher quelque chose qui n'est pas encore là ou qui est complètement dans les autres et dans une masse d'autres gens. C'est essayer de se lier en fait à travers le temps et à travers l'espace. Et ouais. C'est une forme de sacré. Oui, absolument. C'est ça. Il est souvent question, dans les 2 livres que j'ai lus, donc dans vos 2 livres, en fait, de violence proche de l'amour. C'est assez intéressant. J'avais l'amour sans violence, ça existe seulement dans ce que tu fais croire à ta mère pour pouvoir lui présenter celui que tu aimes sans qu'elle pince la bouche. La réalité, c'est que quand on aime, on crie, on injurie, parce que c'est la contrepartie à la beauté brutale que l'on crée quand on est amoureux. Et puis, il y a des scènes de bagarre qui sont fortes, et des désirs de coups de poing, etc. Pourquoi ? Alors, je me suis déjà désolidarisée de cette phrase devant des lycéens qui m'ont aussi interrogée sur ça et sur le rapport entre la violence et le désir. Et donc, en fait, renier cette phrase. On a le droit de renier ces phrases 5 ans plus tard. Je la renie pas absolument, au sens où, en fait, pour moi, il y avait quelque chose, et il y a toujours, je pense, quelque chose de vrai dans le rapport entre la violence et le désir, mais je le revendique pas comme quelque chose du tout, comme quelque chose vers quoi il faut tendre. Je décris juste que, j'essaye juste de montrer que pour certaines personnes, et moi en l'occurrence, ça existe. Et ensuite, donc évidemment, mon imaginaire, il est bâti autour de ça. Et la question, c'est, pour moi, il y a 2 questions. C'est est-ce qu'on doit essayer justement de sortir de ça et de réduire ces représentations et cette érotique-là, ou alors pas? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Je ne sais pas. Et deuxièmement, si on décide que c'est désirable de tendre vers un horizon où la violence et le désir sont complètement décorrélés, comment on s'y prend? Et c'est des questions colossales, mais qui me paraissent effectivement, telles que je les ai évoquées dans le roman, un peu brutales et un peu éludées, quoi. Vous ne m'avez pas donné l'impression de prôner la violence et de prêcher mais c'est moi, la violence physique dans le rapport amoureux. Ouais. Mais oui, il y a une frontière mince. Il y a une tension, que je n'ai pas résolue du tout. Est-ce que vous avez trouvé le point d'entrée dans ce cercle pour la prochaine œuvre ? Est-ce que vous allez peut-être rentrer dans un autre cercle, ou est-ce que vous pensez continuer à cultiver ou à pousser ce rocher de Sisyphe? On peut rentrer partout dans le cercle, mais la question, c'est vraiment d'en sortir. Où va ce cercle? Comment sort-on? Je ne sais pas. Vous avez une idée de... de prochains textes? Non, mais j'en ai beaucoup, mais en fait, le fait d'avoir des idées de texte est moins le problème que le fait de les approfondir, encore une fois, à la surface. Donc il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, il y a beaucoup d'idées qui me viennent, et je commence à écrire 5-10 pages. Et puis la question, pour moi, vraiment, le travail, la chose difficile, c'est de continuer à creuser et à approfondir et à bâtir quelque chose de solide et voilà, d'un peu structuré, quoi. Donc j'ai des idées, j'ai des bouts de texte, j'essaye de travailler, voilà. Avec, Eh bien, moi, j'ai hâte de lire une prochaine œuvre d'Agathe Saint-Maur, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé votre roman, j'ai beaucoup aimé votre recueil. Donc, je rappelle que c'est Rends ta couronne au castor astral, et qu'on peut lire aussi De sel et de fumée, qui est sorti chez Folio, donc on peut trouver en poche également. Et vous pouvez d'ailleurs, vous allez les dédicacer maintenant, ces ouvrages, ou du moins le recueil. Je ne sais pas si on pourra trouver aussi le premier roman, mais en tout cas, vous allez être en dédicace maintenant,
C'est en haut, c'est ça? Je sais pas du tout, j'oublie sans doute. Bon, vous trouverez. Suivez la lumière, suivez les panneaux. Voilà. Non, ne mais vous inquiétez je pas. sais pas parce qu'il faut qu'ils installent le set pour la suite, mais peut-être. Bon, je vais voir. Oui, Mais malheureusement, dans le coin, on doit arrêter là. On m'avait dit 20h10, il est 20h09, on est pile dans les temps. Merci beaucoup, Agathe Saint-Maur. Merci à toi, tous et à Élise. toutes. Merci.